vous pouvez vous demander quelle est ma légitimité. En l'occurrence, à me trouver ici devant vous. Elle n'est pas technique, comme ce que nous venons de voir dans une démonstration passionnante, du moins qui m'a passionné personnellement, car la technique est toujours, même en poésie, est un point sur lequel j'insiste toujours vis-à-vis des jeunes poètes, des poètes apprentis, en leur disant la technique, c'est fondamental, c'est la technique prosodique pour la poésie qui a tendance à se dissiper et s'évaporer aujourd'hui. Ça, ma première légitimité, donc, c'est bien sûr la commande de Patrick Absalon qui m'a ravi. La deuxième légitimité, c'est que je suis abbvillois d'origine. La troisième légitimité, qui est en l'occurrence sans doute la plus importante, c'est que je pense avoir été le dernier ou l'un des tout derniers à m'être entretenu avec Alfred Manessier quelques mois avant son décès accidentel. Et ce dernier entretien est paru dans une revue, plus exactement une maison d'édition, dont je ne sais pas très bien si elle existe encore aujourd'hui, mais qui a eu un grand succès à un certain moment, en 1993. La revue et les éditions Autrement. Et ces éditions, donc, le directeur, plus exactement, a lancé une collection qui concernait les régions de France. Et il m'a confié le numéro spécial consacré à la Picardie, que j'ai intitulé « Verdeur dans l'âme ». Bon. Et j'ai dit à M. Dougier, après avoir rassemblé des textes de Robert Mallet, de Pierre Garnier, et ainsi de suite, et d'autres encore, qui ont tous très complaisamment répondu à mon appel, j'ai dit à Henri Dougier, maintenant, il faut la couverture. Et la couverture, pour moi, ça ne fait aucun doute, pour vous montrer que la Picardie n'est pas une région ancienne, mais qu'elle est également moderne, tournée vers le futur. J'aimerais, lui ai-je dit, avoir une reproduction d'Alfred Manessier. Grand silence. Nous étions en 1993. Moi, je pensais qu'Henri Dougier était un homme extrêmement cultivé, ou disons un honnête homme ayant le minimum de culture. Et il m'a dit « Ah non, ça ne va pas être possible. On va mettre à la place les étangs de Mortefontaine de Jean-Baptiste Corot. » J'aime bien Corot, j'adore Corot, j'aime bien son lien avec ce grand poète Gérard de Nerval. Et d'abord très gentiment, d'abord très doucement, je lui ai dit « Écoutez, Corot, pour moi, va donner à cette région l'image de quelque chose de passé, de passéiste, sans compter, et je ne le lui ai pas dit, que Corot illustre plutôt le Valois, et les rapports entre le Valois et la Picardie n'ont jamais été réglés. Et donc, le ton a monté progressivement. On est arrivé au bout d'échanges, de correspondances, au bout de plusieurs jours, voire semaines, et j'en suis arrivé à dire, écoutez, monsieur Dougier, moi, si vous ne m'écoutez pas, je garde le dossier pour moi, je vais ailleurs et je n'accepte pas la publication. Là, ça l'a un tout petit peu ébranlé quand même. Il ne pensait pas que j'irais jusque-là. J'ai tenu bon. Et mon premier poème, si je puis dire, c'est une adresse à Alfred Manessier, lui rappelant ma ténacité, je dis notre ténacité, à faire que son œuvre, Dernier rayon sur la baie de Somme,
réalisé entre 1984 et 1989, figure en lieu et place de Souvenirs de Mortefontaine de Corot sur la couverture de la revue Autrement, numéro 13, consacrée à la Picardie. J'ai oublié de dire que j'ai intitulé l'ensemble des textes que je vais vous lire « Cette offrande à Alfred Manessier » en présence de Christine, sa fille, qui est également une amie. Adresse à Alfred Manessier. Je me suis battu, sachez-le, pour que votre mémoire soit liée à notre terre natale, pays de frémissantes petites rivières, Nièvre, Scardon, Mai, pays d'immenses vaisseaux, cathédrales, de gigantesques aplats de sable marin, où la lumière joue avec les rides du temps, que la mer rajeunit chaque matin par ses flux, ses marées, tel un scriptorium invisible, retouchant, vague après vague, le sable palimpseste. Me suis longuement battu pour donner visage moderne à ce vieux pays cousu de cicatrices, de plaies, d'amnésie, contre un éditeur parisien demeuré encalminé au fond de son impasse 19e siècle, d'où il voyait le jeune Jean-Baptiste Corot voyager droit vers l'Académie, toute proche, après détour bref par le Valois Mortefontaine ses étangs, moi, plaidant certes mon amour indéfectible pour Nerval, Sylvie, Aurélia, les filles du feu, mais laissons Corot, lui disais-je, accrocher ses propres tableaux aux cimaises du Louvre. Et écoutez-moi, vivant face à vous. Vous parlez d'une peinture méditée sur le motif. Il y a quelques années à peine en bête somme, cette porte directe sur le cosmos, où ne suffirait pas d'une existence d'homme pour capter l'infinie variété des rayons de l'aube ou du couchant, sauf à les résumer en une improbable flèche d'eau tirée d'un carquois d'archer peintre, Crécy, Azincourt, tir lumineux direct vers le grand inconnu du ciel, appelez-le Dieu si vous voulez, l'abstraction suprême. Peut-être retournera-t-il le missile Manessier à son envoyeur, poste restant Abbeville, Faubourg Thuison. Nous, ses amis Picard, interdits devant tant d'audace simple, béant unanimement de la bouche, des oreilles, des yeux, que l'un des nôtres ait su progresser aussi loin en direction de l'équation manquante essentielle, non pas la masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré, mais l'agile javelot bleu somme visant en pleine cible la vérité. Il y a 7 poèmes, je n'en lirai que 6, le 7e étant une introduction plus générale. Le deuxième thème, ma deuxième rencontre inédite avec Alfred Manessier, c'est que nous sommes non pas nés, puisque lui est né à Saint-Ouen, mais nous en avons vécu notre enfance, de part et d'autre du même petit ruisseau, le Scardon, qui figure dans son œuvre, en particulier vers la fin, et j'y reviendrai tout à l'heure. Lui, côté Faubourg Thuison, pour ceux qui connaissent Abbeville, et moi, de l'autre côté, Porte du Bois. Et au milieu, il y a le Scardon, le Novion, la Sottine, tous ces petits ruisseaux absolument délicieux où j'ai réfléchi, j'ai grandi en quelque sorte, personnellement, et lui également
pendant la guerre, je crois, était chez ses grands-parents, et pour qui il avait une affection particulière. Et donc, ce paysage de cette petite vallée du Scardon qui prend sa source à Saint-Riquier, le Druca ou la Druca, je ne sais jamais ce qu'on dit, qui prend sa source à Druca, cette petite vallée qu'aujourd'hui l'autoroute A16 traverse d'une flèche, et chaque fois que je passe sur l'autoroute traversant le Scardon, je contemple en bas les mares des étangs où il y a des huttes, et j'entendais les nuits d'hiver claquer les fusils des chasseurs. Et comment dire, bien évidemment, aujourd'hui, nous sommes tous écologistes, mais le claquement d'un fusil dans l'air gelé en décembre ou en janvier pour un enfant éveillé, qui ne dort pas, avec quelque chose d'une puissance de rêve et d'imagination dont j'imagine qu'il a dû la connaître lui-même. Et d'ailleurs, ce tableau qui m'a inspiré pour dire notre double présence de chaque côté du Scardon, à des âges différents, bien sûr, c'est Nuit d'hiver dans les Marais Picards, qui date de 1983. Impossible de ne pas venir ici, oreilles grandes ouvertes, avec la concentration de l'enfance. Côté Tuison pour l'un, petites rivières à truites, Novion, Scardon, Sottine, porte du bois, colline d'en face pour l'autre, où s'entrechoquent encore rumeurs de silex. Une même nuit nous unit, Manessier et moi, qu'importe la différence d'âge de part et d'autre de l'étroite vallée que le ciel d'hiver creuse, fait reculer jusqu'au pôle dans la contraction du gel, surface des mares tendues à se rompre, tandis que bruit mat, clac, canon double, ayant repéré tel ou tel intrus en détachement de l'espèce aviaire nord, sans que l'un ni l'autre ne sursautions, lui, liant ses gerbes violettes d'huile explosive, faisant que salve d'hiver se fige, inattendue figure de croix sur sa toile. Moi, passant mes bagues au voilier de mots plus ou moins à l'air, pour que ma phrase monte, migratrice, libre, sous la voûte illimitée des étoiles. Alors, le Scardon dont je parlais. Il y a plusieurs Scardons dans l'œuvre de Manessier, je ne sais pas combien, seule Christine pourrait nous le dire. Le Scardon qui est accroché au musée d'Abbeville, Patrick Absalon ne me démentira pas, m'a un peu laissé sur ma faim. Et pourquoi ? Parce que je soupçonne Christine, je dis ça très amicalement, d'avoir gardé le meilleur Scardon chez elle. Et ce Scardon-là, en tout cas, c'est celui qui m'a inspiré lorsque je l'ai vu chez Christine. Je me suis dit, waouh, c'est vraiment ça, quoi. C'est magnifique. Très peu de peintres comme lui ont su peindre l'eau en mouvement. Et ce eau en mouvement que l'on retrouve dans les vitraux de l'église Saint-Sépulcre, j'y viendrai tout à l'heure, quelque chose qui, moi, me fascine. Je suis un poète de l'eau, de la mer, des rivières, des fleuves, et donc j'ai cette affinité avec le peintre Manessier. Et donc, ce Scardon que j'ai vu chez Christine, le Scardon de Manessier, 1991,
J'espère qu'un jour, il figurera dans le nouveau musée j'allais dire de Picardie. Oui, parce que je considère que le musée de la ville est quasiment... Je ne vais pas dire qu'il supplante le musée de Picardie, je me ferai lyncher à Amiens. Mais il a de grands atouts, dont le plus important, très prochainement, sera justement les pièces consacrées à Manessier. Le Scardon de Manessier. Peu de peintres savent, à mon sens, donner le sentiment de l'eau. Je veux dire l'eau qui coule, l'eau tumultueuse, en mouvement, indépendante de la source ou l'embouchure. Voyez, Rembrandt a besoin d'une femme, Hendrik, la sienne, pour lui donner réflexion de la profondeur. Mais qui sera la plus insondable des deux à la fin? L'évidence est ici que l'eau n'est plus qu'ombre du mystère liquide féminin. Ailleurs, Marne ou Seine des impressionnistes, ces surfaces miroitantes, jeu d'évitement de la lumière avec les saules, déballons la nourriture à même les nappes capricieuses de l'herbe. Sinon, qui? Adressez-vous aux musiciens. Oui, mais la couleur en débat d'atomes liquides avec elle-même, l'explosion minérale ferrugineuse, l'accident d'écume contre la roche. Courbet, Laloux, lui, va directement à l'origine. Laissez-moi faire mon enquête rétrospective depuis que j'ai vu, à 2 pas de ma naissance, 70 ans amont, cette merveille d'Alfred Manessier, éclaboussant un mur de Christine, sa fille, quelques ricochets à peine plus loin que l'eau de la rivière elle-même dont il était question, Scardon, le Scardon, ruisseau à truites, fario ou arc-en-ciel, cheveux de cresson lissés sur fond de lit de sable blanc, où je domestiquais l'énigmatique peu de réfléchissement, jeune athée des écailles, préférant épouser la prière mobile de l'eau à la science hameçonnière. Manessier maintenant, du bleu, du blanc d'écume, des ouïes de rouge lumineux décomposés, habite sa brosse, dont il précipite les remous combattants, tournois tourbillonnesques de molécules pigmentées qu'on entend l'une contre l'autre qui se fracassent, créant le bruit là où sourdent les sources de la couleur. Je m'y baigne comme jamais ne descendit dans cette virginité du souvenir, le chaos dans le local, ou bien dites l'univers à demeure, c'est-à-dire en fuite désordonnée d'apparence. J'ai vu le Niagara sur ces lieux mêmes. Cataracte dans l'oreille, le Scardon y chantait comme dans cette quadrature picarde, la chute de Buffalo s'y déchaîne. Segmentons. Nous travaillons toujours au cadre, mais c'est la force de l'échappement qui partout nous déborde. Cavalier d'eau cavalière. L'avant-dernier, une toile qui se trouve au musée de la Ville, les ortillonnages, le soir, 1982. J'imagine que vous l'avez en tête. Il existe beaucoup de livres sur Manessier. Généralement, cette toile s'y trouve. Deux mots simplement pour vous dire, une grande partie de mon enfance, ma première enfance, s'est passée autour d'un ruisseau qui m'a tellement marqué, jusqu'à l'âge de 7 ans, que j'en ai fait, dans le fond, le thème principal de mon œuvre, la mer, qui est un petit fleuve, dit-on, c'est vrai, il coule droit vers la mer sur 37 km depuis Crécy-en-Ponthieu, plus exactement Brailly-Cornehaute, jusqu'à l'embouchure,
à la plage de la Mai, la partie nord de la baie de Somme. Et j'ai fait de ce fleuve minuscule, en quelque sorte, l'emblème de toute mon œuvre, ce qui n'a pas été sans mal d'une certaine façon, mais j'y suis arrivé. 8 volumes de 200, 300 pages chacun consacrés à ce tout petit fleuve qui, je l'imagine, n'en demandait pas tant. Mais je ne lui ai pas vraiment demandé son avis. Il m'a bercé jusqu'à l'âge de 7 ans, en pleine guerre, Seconde Guerre mondiale. Et je me dis aujourd'hui, quel cycle, quel retour, ahurissant. Je pensais ne jamais voir ce retour de la guerre. J'ai grandi au milieu de la guerre, près de cette rivière, mais aussi les femmes qui m'ont élevé, grand-mère, tante, mère, m'ont protégé alors que nous étions entourés, absolument entourés, de tous côtés par l'allemand. Et donc, dans la deuxième partie de mon enfance, presque mon adolescence, mes parents ont quitté ce lieu de la Mai et ont été nommés instituteurs. Ils étaient un couple d'instituteurs sur le plateau, à Ille-le-Haut-Clocher, qui est à 15 km d'Abbeville. Et j'ai eu un mal fou à m'habituer au plateau. Et je me suis rendu compte qu'il a fallu longtemps pour que je me rende compte qu'il n'y avait pas d'eau. Et que cette sécheresse du plateau, qui avait des beautés par ailleurs, me donnait l'impression d'être handicapé. Heureusement, la Somme ne passait pas loin. 4-5 km à vélo, et nous descendions par une descente vertigineuse sur cette merveilleuse petite ville, j'allais dire petite ville, c'est un petit village de Long-le-Catelet. Et à l'époque, pollution ou pas, nous n'hésitions pas, nous plongions la tête la première dans les étangs. Donc, les étangs de Manessier sont des étangs, qui sont une surface. Et moi, avec mon intrépidité et surtout ma grande curiosité, je plonge sous la surface Manessier. Les ortillonnages le soir, 1982. J'ai le souvenir des temps au bas d'une pente que nous dévalions sur nos vélos à fourches primitives. C'était à long, non paradoxal pour un village aussi bref. Et comme recroquevillé sur son étroit bras de fleuve, la Somme, vitesse acquise, roue libre, vite, nous franchissions le pont, l'écluse plutôt, et tout de suite aux étangs, vélo par terre, sortions de nos habits d'école, triangle de tissu noir pour slip de bain, plongions tête la première dans les nénuphars, fleurs blanches épanouies, flottant sur la grande coupe de feuilles dont les tiges s'enlianaient très loin avec nos jambes, jusque dans la nuit des vases, des tourbes, tritons devenus nous par les pieds, brassions dans la lumière du soir sur la longueur de quelques reflets avant de regagner la rive d'un maladroit crawl de surface, petits reptiles humains échappés des profondeurs. Pourquoi l'image m'en revient-elle devant la toile de Manessier, si impassible, si calmement étrangère au mouvement qui déplace les lignes, comme si l'enfance en moi s'impatientait d'explorer l'envers des choses, l'en-dessous de la réalité, alors que celui dont on aime souvent platement à dire qu'il dort, parce qu'il est plat, l'étang, qu'il lisse par trop la turbulence de ses secrets, ravive les feux de la lumière mourante dans ses plis, ses rides, l'apaise dans son herbier de plantes médicinales d'eau simple, jardinier ortillon, prodigue en bain de sagesse lumineuse. C'est une des très belles toiles à la fin de la vie de
de Manessier. Je passe j'ai écrit un poème sur les sables qui redouble un peu mon premier poème, donc j'ai une affection particulière, moi, pour les sables. J'en ai vu accrochés dans un appartement parisien d'amis, donc d'Alfred Manessier, et il y en avait deux, et je crois qu'il y en a, je me trompe peut-être, Christine me reprendra, une cinquantaine, et je rêve d'une exposition de tous ces sables. Je ne crois pas qu'elle ait jamais eu lieu, peut-être, là aussi. Aux Galeries de France. À quelle année? Ouais. Mais bon, c'est une idée d'exposition pour le futur musée d'Abbeville. Je crois que c'est une des plus belles choses qu'il ait faites. Véritablement, c'est très grand, c'est très très grand. Les sables, l'écriture des sables. Il y a aussi les cailloux, mais les sables, pour moi, me paraissent une œuvre majeure du XXe siècle. Il y en a 15 très grands et il y en a une cinquantaine moyens. Oui. Enfin, voilà. Donc, il y en a qui ont été montrés à Saint-Niquet. oui, c'est vrai. C'est vrai, j'étais à l'exposition, et bien sûr, très belle exposition d'ailleurs, rétrospectivement. Et donc je me dis que bien sûr, cette exposition, on aurait pu la transférer telle qu'elle quasiment au musée, au nouveau musée. Alors je termine par le vitrail, puisque vous avez commencé avec le vitrail, et vous parlez du vitrail, des vitraux, bien sûr les vitraux de Saint-Sépulcre. J'ai connu, moi, enfant, grâce à ma grand-mère qui avait des restes de religion, si je puis dire, qui confinait un peu à la superstition. Et ça, c'est une autre histoire. J'ai connu l'intérieur de l'église Saint-Sulpice avant qu'elle ne s'illuminât avec les vitraux d'Alfred Manessier. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont gardé le souvenir de cette église fuligineuse, la suie et suintant de toutes les pierres. Et c'est difficilement imaginable aujourd'hui quand on va se promener dans cette église. J'imagine un touriste, j'allais dire athée, qui fait le tour de ces vitraux et qui passe de sa superbe de touriste, comme tous les touristes actuels d'ailleurs que nous sommes les uns et les autres, avec une certaine arrogance, et qui, voyant l'un de ces vitraux, le vitrail de la nuit du samedi saint, qui, moi, m'arrête, me fascine, et je l'imagine redescendre un peu plus bas que son orgueil, commencement d'humilité en quelque sorte. Le vitrail de la nuit du samedi saint, église du Saint-Sépulcre à Abbeville. Alors j'ai comme date 1993, mais bon, j'imagine que il date. Non, il a été posé peut-être à cette date-là. Christine nous le dira. La pose a eu lieu de 89 à 93. C'est ça. Donc il a été fini, si je puis dire, la pause a été finie en 93. Le vitrail de la nuit du samedi saint, église du Saint-Sépulcre à Abbeville. Vous pouvez très bien ne croire à rien d'autre qu'à votre mobilité d'humain ordinaire, avançant sur ses deux pieds, au-devant du futur le plus proche. Alors, pourquoi ne pas entrer dans cette église à l'abri de la pluie, par exemple, ou par simple désœuvrement touristique, sans la moindre connaissance ni souci des gestes du rituel, signe de croix, esquisse de génuflexion, etc. Progressant, tête levée, bien droit, bien haut, pour marquer votre superbe de vivant. Tutoyant au mieux la lumière du couchant que filtre un intrigant vitrail bleu tout à coup. Vous suspendez votre progression, c'est un fait. Le bleu nocturne qui, très haut, inonde la fenêtre comme flux de la mer revenant dans une baie,
vous retient, vous bascule sur une plage verticale dont l'eau délave le sable, ride jaune tout en bas. D'ici peu, vous allez perdre pied, la marée des couleurs graduellement vous renverse, car qui résisterait à l'afflux de la mer ne se laisserait pas bercer par l'eau persuasive? Assurément pas vous, qui d'instinct savez les bons mouvements de survie, vous ramenant au rivage. Mais qu'est-ce qui explique cette voix? Que vous vous retrouviez mouillé de lumière, comme si vous veniez de prendre un bain profond d'images dont vous ne puissiez pas vous sécher seul. Espèce d'acte baptismal, vous ayant transmué vers fragile, poème vitrail cassable à la moindre seconde d'inattention, à la pression sur vous de l'onde de la lumière. Voilà, merci de votre attention.